Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats de location, ce qu'on appelle le bail d'habitation. Rappelez-vous, dans notre toute dernière séquence, nous avons parlé des contrats dans leur généralité, les conditions de validité du contrat et toutes les conséquences. Le contrat de location que nous appelons le bail d'habitation est un des contrats que nous avons étudiés dans leur généralité. Le bail de location ou contrat de location va être un acte qui authentifie l'engagement entre le bailleur et le locataire. Ce bail permet à ce dernier d'occuper son bien immobilier en échange d'un loyer. Le bail de location doit être rédigé en suivant le modèle qui est édicté par la loi ALUR. Une personne disposant d'un contrat de location à son nom peut profiter aussi des aides de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Par exemple, les APL et d'autres aides au logement. Alors, on peut se poser la question, même si ça s'entend, à quoi sert le bail d'habitation? La mise en place d'un contrat de location permet de définir les conditions de la location ainsi que les obligations que les deux parties auront l'une envers l'autre. L'établissement du bail permet aussi d'éviter les litiges entre le locataire et le propriétaire. Un contrat de location comprend plusieurs éléments qui vont être importants. Il indique notamment le montant du loyer, les différentes charges qui incombent aux deux parties et le dépôt de garantie. Dans ce contrat, nous trouverons aussi la durée du contrat de la location et celle du préavis de location qui vont être définis par la loi et mentionnés dans le bail. Parlons de la formation du contrat. Le contrat doit respecter toutes les conditions classiques de la formation des contrats concernant le consentement. C'est un contrat qui va être consensuel, c'est-à-dire que il y a un échange de volonté entre le propriétaire et le loueur, c'est-à-dire le locataire. Et une rencontre des volontés, c'est ce qu'on appelle un contrat consensuel. Il peut être conclu par écrit ou oralement, contrairement à ce qu'on pense. Mais il vaut mieux qu'il y ait un contrat écrit pour prévenir des éventuels litiges. Quels vont être les parties au contrat? Le bail est rédigé par le propriétaire et signé par les deux, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire. Le contrat de location doit être disponible en 2 exemplaires minimum, bien évidemment. Le propriétaire doit avoir un exemplaire comme le locataire. Alors, c'est très simple de dire c'est qui va être le bailleur. Oui, la question c'est de répondre sûrement le propriétaire. Mais il n'y a pas que le propriétaire qui peut être un bailleur. Comme dans tous les contrats, il y a des règles de capacité et de pouvoir à respecter. Nous avons parlé des conditions de validité des contrats, dont le consentement. Mais il y a aussi la capacité. Imaginons une personne mineure qui met un bien en location. Est-ce que cette personne a la capacité juridique? Ou une personne majeure sous tutelle qui voudrait mettre en location un bien immobilier, est-ce qu'il a la capacité de discernement? Voilà pourquoi l'une des conditions pour être bailleur, c'est d'avoir la capacité juridique. Ceci étant, la première personne qui peut être bailleur est bien évidemment le propriétaire du bien. Si le bien est la propriété de 2 époux, il faut mettre en œuvre les règles relatives au régime matrimonial. Le principe est que le bail peut être consenti par un seul des 2 époux, car chacun des époux a un droit d'administration. C'est les règles en matière de mariage. Ce qui veut dire que si vous êtes marié, ce que fait l'un engage l'autre. Et ça, c'est très important parce que nous allons voir les conséquences au niveau des litiges. Par exemple, le non-paiement des loyers qui va être mis en cause. Quelle est la personne qui va emporter sa responsabilité? L'usufruitier, qui est aussi titulaire d'un droit réel, peut profiter lui-même du bien, mais il peut aussi le donner à bail. Par exemple, un conjoint qui est survivant. Le terme usufruitier, nous reviendrons là-dessus pour expliquer ce que c'est qu'un usufruitier dans une toute petite vidéo
qui sera annexé à celle-ci. Pour les autres baux, il faut l'accord du nu propriétaire. Ça encore, c'est un autre terme que nous allons expliquer. Exemple, les héritiers. L'usufruitier est le droit temporaire qui cesse au décès de l'usufruitier. C'est-à-dire qu'au décès de l'usufruitier, le bien va redevenir l'entière propriété des nus propriétaires. Rapidement, l'usufruitier, c'est par exemple une personne dans un couple, une personne, le mari, qui décède et avant, il va léguer ses biens à ses héritiers, mais en précisant que je laisse la jouissance de ce bien à la conjointe, à ma femme qui est survivante. Elle va avoir un droit qu'on appelle un droit d'usufruit. Et elle va bénéficier des fruits de ce bien. Les fruits de ce bien, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, elle va mettre le bien en location, c'est lui qui va il va percevoir le loyer, ça lui permet une vie plus ou moins décente jusqu'à ce que cette personne disparaisse. Mais lorsque la personne disparaît, c'est les véritables propriétaires qui sont les héritiers qui vont avoir la jouissance du bien. Ces véritables propriétaires-là, ces héritiers, on les appelle des nus propriétaires. Le locataire lui-même, il peut aussi donner le bien en location lorsque il a eu l'accord du propriétaire pour faire ce qu'on appelle la sous-location. Attention, la sous-location, elle est interdite sauf accord écrit du propriétaire. Donc le bailleur, si vous voulez mettre un bien en sous-location, j'ai une chambre de trop et j'aimerais avoir un sous-locataire, il faut absolument avoir l'accord écrit du bailleur. Sauf que en matière de HLM, il est extrêmement difficile d'avoir l'accord du bailleur. Et il y a des règles strictes pour l'attribution des logements en HLM et c'est absolument difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir l'accord du propriétaire, du bailleur pour faire de la sous-location. Il faut juste distinguer la sous-location de la colocation qui ne sont pas les mêmes termes. La colocation, c'est lorsque vous avez un contrat avec le bailleur et vous êtes deux locataires, 2 ou 3 locataires pour un même appartement. La sous-location, c'est que vous avez un contrat unique, c'est vous qui êtes le locataire en titre et après maintenant vous voulez faire de la sous-location, c'est un contrat entre vous et la personne qui viendra occuper une pièce dans votre appartement. Et pour la sous-location, je le répète, il faut l'accord écrit du bailleur. Maintenant que nous avons déterminé qui peut être bailleur, on peut se poser la question, mais qui peut aussi être locataire? Pour être locataire, toute personne qui a la capacité d'accomplir les actes d'administration, c'est-à-dire la fameuse capacité juridique, toute personne majeure ou qui n'est pas majeur protégé, cette personne peut effectivement être locataire. Le bailleur n'a juridiquement pas le libre choix de refuser une personne en raison de son appartenance ethnique, car il y a ce qu'on appelle le principe de non-discrimination. En principe, c'est uniquement la personne qui a manifesté son consentement en signant le bail qui prend la qualité de locataire. S'il y a plusieurs locataires, on se retrouve face à une colocation, c'est ce que j'ai dit, ce qu'on appelle la cotitularité. Il peut avoir une cotitularité conventionnelle, il peut avoir aussi la cotitularité légale. Cotitularité conventionnelle, ça signifie que deux personnes peuvent, imaginons le cas des conjoints non mariés, imaginons le cas de deux étudiants qui peuvent se mettre ensemble pour signer le bail pour un logement. La cotitularité légale, c'est le cas de deux époux qui vont louer un appartement. Et selon l'article 1551 du Code civil, la cotitularité consiste à attribuer automatiquement aux deux époux la qualité de locataire alors même que généralement seul l'un d'entre eux a signé le contrat. L'objectif de ce bénéfice légal est de protéger les époux contre les mésententes conjugales qui pourraient survenir au cours du bail. Imaginons tout simplement, ça arrive souvent, que le mari dise, non, on s'est séparés, vous n'avez plus le droit de rester dans le logement. Ce qui veut dire que la conjointe risque d'être dans la rue, ou vice-versa, c'est la conjointe qui va évincer le conjoint pour éviter qu'il soit dans la rue. Tous les deux sont cotitulaires du bail. Ce qui signifie aussi que
ils vont être solidairement responsables du paiement des loyers ou des arriérés de loyer. Et aussi faire que c'est l'un des époux rend le logement en disant plus de logement, comme on est séparés, tu vas te retrouver dans la rue. Cette disposition va protéger la personne qui va rester dans le logement, c'est-à-dire le conjoint. Si vous donnez congé du logement, ça n'aura aucun effet sur votre co-titulaire, c'est-à-dire la conjointe qui va continuer à jouir du logement. Après avoir identifié qui peut être locataire, qui peut être bailleur, c'est-à-dire les conditions pour être locataire ou pour être bailleur, on va maintenant s'intéresser aux éléments essentiels du bail. Les parties doivent s'accorder sur l'objet du bail qui doit être déterminé. Le locataire a un usage privatif sur le bien loué. Il faut déterminer aussi ce que c'est que le droit privatif. Et ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que le droit privatif va s'appliquer aux parties privatif du logement. Et surtout, lorsqu'on est locataire, bien évidemment, on doit savoir que il y a des réparations locatives qui nous incombent. Et c'est en déterminant ce droit locatif-là que vous, en tant que gardien, vous pourrez répondre à des sollicitations, à des réclamations qui vous sont faites. Par exemple, une personne qui viendra vous dire, écoutez, les interrupteurs sont cassés chez moi, les prises de courant ne fonctionnent plus. Il faut déterminer si c'est à la charge du locataire ou si c'est à la charge du bailleur. Les parties doivent aussi respecter la destination du bail, c'est-à-dire le bail, c'est un bail d'habitation et il est à usage d'habitation car le locataire doit respecter effectivement cette destination, à défaut de quoi le bail peut être résilié à son encontre. Le contrat doit aussi déterminer le prix du logement, c'est l'une des obligations. Le prix, c'est-à-dire le loyer, il est très important car il est aussi un élément essentiel qui est critère de qualification. Le prix, c'est-à-dire le loyer, il est librement déterminé par les parties, quel que soit le type de bail. Dans le bail qui est à exécution successive, la durée va s'étaler dans le temps. Il faut donc connaître sa durée, en sachant que le bail perpétuel est interdit par la loi. Mais il est fréquent quand même en pratique qu'à l'expiration d'un bail, le locataire va rester dans le logement. Donc un bail à durée déterminée, le locataire reste dans les lieux au vu et au su du bailleur. C'est ce qu'on appelle la tacite reconduction du bail. On connaît ces genres de pratiques dans les crédits revolving. C'est-à-dire vous avez une somme qui vous a été mise à votre disposition par une banque pour faire vos achats. Alors, au fur et à mesure que vous dépensez et que vous remboursez, le capital va encore se mettre en place d'une manière presque automatique. Nous avons le bail, on peut parler aussi de la preuve, parce qu'il peut subvenir des litiges pour dire que non, il n'y a pas eu de bail entre nous, ou un locataire, un bailleur, ou bien un bailleur véreux qui veut vendre son logement va dire non, j'ai juste prêté le logement, mais on peut imaginer différents litiges. Donc, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il s'agit des bails écrits. C'est ce que je disais avant. Il peut aussi avoir également des commencements de preuves par écrit qui vont permettre d'identifier qu'effectivement, il y a eu un bail. Imaginons que vous n'avez pas signé de bail ou que vous l'avez perdu. Comment prouver qu'effectivement, vous êtes un locataire? Donc, la preuve du contenu du bail concernant les baux, le loyer va prouver effectivement que vous avez un bail par ce qu'on appelle les quittances ou les avis d'échéance. Après, il y a l'exécution du contrat, les obligations du bailleur. Je vous demande de faire très attention parce que l'exécution du contrat, les obligations du bailleur, c'est l'une des questions qui sont fréquemment posées lors de votre CAP. On vous demandera sûrement de citer 2 obligations du bailleur et 2 obligations du locataire. C'est un exemple. Les obligations du bailleur, c'est que le bailleur est tenu d'une obligation générique qui est de permettre au locataire une jouissance paisible des lieux. C'est-à-dire quand je mets mon bien en location,
le locataire, il doit absolument user paisiblement des lieux. C'est le fameux problème qui se pose, qui est assez récurrent, le problème des troubles de voisinage. Viennent souvent à l'examen oral. Donc, on pense le plus souvent que c'est nous qui devons aller toquer à la porte du voisin. Évidemment, on peut faire une action à l'amiable parce que c'est notre voisin. Mais logiquement, l'obligation de jouir paisiblement du bien loué incombe au bailleur. C'est pour ça que vous êtes là en tant que gardien, représentant du bailleur. Et lorsque vous avez des réclamations qui sont faites par les locataires, parce que peut-être la dame du haut qui tire ses meubles à des heures tardives, qui marche avec des talons aigus, ben, il vous appartient à vous, en tant que représentant du bailleur, de trouver une solution. Cette obligation générale justifie que le bailleur soit tenu de 3 obligations qui vont en découler. Il y a d'abord l'obligation de délivrance. L'obligation de délivrance recouvre 2 obligations complémentaires mais différentes. La délivrance stricto sensu. Cette délivrance consiste à mettre le bien à la disposition du locataire pour qu'il puisse en profiter conformément à l'usage souhaité. Il peut arriver que vous ayez signé un contrat, un bail, et que finalement vous n'ayez pas les clés. Ben non, il y a une obligation qui pèse sur le bailleur. Cette obligation, c'est de vous délivrer effectivement le logement. Après, il y a aussi une délivrance du bien en bon état de réparation de toute espèce. Là, vous comprenez que dès le départ, le bien doit être en bon état. Et pour ce faire, le bailleur doit avoir effectué des grosses réparations, par exemple le toit, le mur, les vitres, mais également les menues réparations qui normalement au cours du contrat ne pèsent plus sur le bailleur. En termes simples, lorsque vous entrez dans le logement, toutes les réparations doivent avoir été faites, ce qui implique la délivrance d'un logement décent. Donc, c'est cette 3e obligation, la délivrance d'un logement décent. C'est un logement qui ne comporte pas de risque de sécurité, de santé pour les occupants et qui comporte des éléments minimums de confort et d'habitabilité. Par exemple, l'interdiction des locations des chambres qui sont inférieures à 9 mètres carrés et d'autres obligations, d'autres critères que nous allons étudier dans le logement décent. On l'étudiera à part. Il y a aussi l'obligation d'entretien et de réparation. C'est ce qu'on appelle les réparations locatives, qu'on pense à tort que c'est des réparations qui incombent aux locataires. Non, dans les réparations locatives, il y a une partie qui incombe au bailleur et une partie qui incombe aux locataires selon les textes de loi. Ce sont toutes les réparations qui permettent aux locataires d'être clos et couverts, c'est-à-dire toutes les réparations qui concernent la structure d'un immeuble. Après, pour terminer, il y a ce qu'on appelle la garantie d'éviction. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur les contrats de location et nous allons insister sur un volet dont nous avons parlé tout à l'heure, la délivrance d'un logement décent au prochain cours. Je vous remercie. Après le logement décent, vous comprenez la logique. Nous avons parlé des contrats d'une manière générale. Ensuite, un contrat qui est spécifique, le contrat de location, avec les éléments qu'il comporte. Mais il y a aussi une spécificité dans les baux d'habitation, c'est-à-dire une condition, celle d'assurer le bien. Voilà pourquoi nous allons aussi parler des contrats d'assurance avant d'arriver aux états des lieux. Lorsqu'on signe un contrat, on va faire des états des lieux pour remettre les clés. Et de plus en plus, les gardiens ont cette tâche de dresser des états des lieux. Voilà pourquoi, pour le prochain cours, on va parler des états des lieux.